chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Africa TV. Pour ce chandail, il y a 2 ans aux États-Unis, avec la mort de George Floyd, il y a eu tellement de tapage aux États-Unis et dans le monde entier en général. Les groupes idéologiques, disons noirs, se sont levés contre les violences policières aux États-Unis. Sauf que 2 années après, nous avons le cas de Tyce Nichols, le 7 janvier dernier. Est-ce que, première question comme ça pour entrer, est-ce que malgré tous les efforts faits par l'humanité, la race noire reste idéologiquement dégradée? Merci. D'abord, je lui ai dit que j'ai vécu longtemps aux États-Unis. Oui. Ensuite, s'agissant de la société américaine, il faut bien la connaître. En réalité, il n'existe même pas de société américaine. C'est un composite de représentation de tout ce que les peuples du monde expriment comme identité, comme anthropologie, comme valeur. C'est d'ailleurs pour cela que ça demeure dans tous les cas et n'importe comment une société difficile à cerner. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est vous avez parlé de George Floyd et après vous dites 2 ans après. 2 ans après. Mais non, ce n'est pas 2 ans après. Dans l'intervalle de 2 ans, il y a eu beaucoup d'autres bavures policières. Oui. Ce qui me semble essentiel de souligner, c'est quand même que tout ce qui est distinct, facilement identifiable, fait l'objet de discrimination, beaucoup plus que les autres. Dans le même temps, tout ce qui est perceptible comme élément de différence dans un contexte précis a tendance à attirer l'attention et créer par conséquent des fixations. Et quand, en plus, il se trouve que ça comporte ou bien ça renferme une somme ou un certain nombre de préjudices historiques, tout de suite, on y attache des valeurs sociales et ça devient un problème. Les Noirs sont environ 15% aux États-Unis d'Amérique. C'est un peuplement qui résulte d'une douleur historique, des errements dans les brassages des nations et qui par conséquent ne peut pas se passer de cette image subjective, dramatique de l'histoire. Je voudrais enfin signaler que c'est vrai, si on parle beaucoup plus de préjudice à l'encontre des Noirs, on a voulu habiller, on parle d'afro-américains, afro-descendants, pour évacuer la dimension de la couleur de la peau, ou à tout le moins, parce que sans doute, c'est sur la couleur que c'est focalisé ou que se sont focalisées les appréhensions et les perceptions de préjudice historiquement et socialement. Mais il importe de savoir que la société américaine est par essence violente. Pour les premières raisons que j'ai indiquées, parce qu'elle n'a pas d'assises, ni d'origine, ni d'anthropologie oui. unique. Oui.
c'est un composite, comme j'ai dit, parsemé d'identités contradictoires et antagonistes. Là où je voulais en venir, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas en réalité que les Noirs qui sont victimes de brutalité policière ou même de préjudices sociaux. Les Blancs le sont tout autant, les Hispaniques, les Asiatiques le sont tout autant. Mais simplement pour un certain nombre de raisons. Oui, c'est vrai, là vous auriez peut-être raison de poser votre question de la manière dont vous l'avez posée. Est-ce qu'il n'y a pas fondamentalement dans la démarche à la fois historique, sociologique et matérialiste, même idéologique, oui, une espèce de dialectique qui négativise la race noire? Ça a fait l'objet de beaucoup de réflexions et d'écrits qui, pour la plupart, en réalité, sont restés dans ce que j'appelle la lamentation de Senghor, Césaire, Léon-Gautran, Damas et tout ce monde-là, puis leurs héritiers dans la grande littérature négro-africaine, les Mélonais, Mongo Betty, Oyono, Ampateba, tout ce monde-là. Mais je pense que, contrairement à ce qu'on a appelé une littérature de combat, j'ai tendance à parler aujourd'hui d'une littérature de constat et de constat et de remords en réalité. Il faut dépasser ça. Je crois qu'on ne doit plus poser le problème en termes de est-ce que les Noirs ou le Noir n'est pas historiquement, socialement et matériellement brimé. Est-ce que tout cela recouvre une idéologie? Oui. C'est celle du capitalisme matérialiste, exclusionniste, marginalisant et discriminatoire, qui a tendu à faire de la révolution industrielle le centre du monde, et tout ce qui n'était pas dans la sphère, la révolution industrielle, donc dans le centre du monde, des pestiférés, des zones et des peuples à exploiter tout court, oui. Des nations sur lesquelles on a construit des images, des schémas d'infériorité, parce qu'en réalité, historiquement, elles se sont laissées dominer trop facilement, voilà la réalité. Et on se remémore, on se dit, mais si la première république noire, Haïti, Toussaint Louverture avait battu Napoléon, oui. Mais qu'est-ce qu'Haïti est devenu 200 ans après. 200 ans après. Comme je l'ai écrit dans un de mes ouvrages, qu'est-ce que le Libéria est devenu? Le premier État indépendant d'Afrique, oui. N'est-ce pas? Construction ou reconstruction des esclaves réimplantés en Afrique. Le retour non gagnant, comme on pourrait le qualifier. Ça m'amène à conclure pour répondre à votre question. Peut-être que nous avons insuffisamment pénétré et compris qu'au-delà des constats, il y a toute une chape de plomb dont le soubassement est effectivement idéologique, qui sécrète des doctrines de domination, et à partir de ces doctrines de domination, justement, suscite chez nous une forme de réincarnation doctrinale de l'infériorité. Et ça, c'est tellement manifeste, parce que je vais par exemple à un deuil, parce que c'est courant en Afrique, on a fait des deuils, tout un cinéma, une industrie,
Je commence par poser la question, mais le monsieur faisait quoi dans la vie? Est-ce qu'il habitait chez lui? Il avait combien d'enfants? Il avait combien d'épouses? L'épouse fait quoi? Quel était son statut social, en réalité? Vous voyez? À partir de là, je me représente sa fonction sociale. Je me représente le type de problématique qu'il sécrète volontairement ou involontairement. Et puis, je conditionne ma contribution au deuil ou ma sensation du deuil à partir de cela. Si en réalité il n'était d'aucun apport social important, je conclus finalement que la société n'a pas beaucoup perdu, mais plutôt qu'il a créé beaucoup de problèmes que la société doit maintenant gérer. Voilà. Alors, c'est une perception, on va dire, très capitaliste. Je regrette, malheureusement, attention, nous le sommes autant, parce que le fameux communautarisme flanqué chez l'Africain avec les idées de palabres et tout, on se rend compte aujourd'hui que c'est une hérésie, c'est un mensonge. Alors, je voulais en venir, puisque on parle de George Floyd. Mais, alors, il semble qu'il avait, c'est un monsieur de 41 ans. Il faisait quoi dans la vie, George Floyd? Voilà la réalité. C'est pas, il ne faut pas se lever, quelqu'un est mort, c'est un noir, c'est un policier qui l'a tué, c'est le racisme. Non. Socialement, il faisait quoi? La mort intervient dans quelles circonstances? Est-ce qu'on peut retracer dans sa vie un bilan qui exprime quand même une personnalité qu'il identifie comme un acteur social, un producteur de biens, un bon père de famille? Tout ça, c'est zéro. Il n'était rien de tout ça. Je regrette de le dire. OK? Ensuite, vous savez que sur cette situation, des individus ont conçu des fortunes. Hein? Avec la vie du noir compte. Bah, attendez, celle du blanc compte également. Black Lives Matter. Et puis après quoi? Ouais, il faut quitter, il faut s'échapper de cette littérature de constats et de pleurnichements, d'accusations permanentes, pour entrer dans une réflexion actuelle, matérialiste, transformatrice, constructrice, oui. N'est-ce pas, ou reconstructrice, oui, de ce que doit être ou ce que devrait être en réalité l'homme dans la société moderne. Bon, c'est aléatoire quand on parle de société moderne, si vous voulez, mais dans un contexte de compétition absolue où les nations et les individus se font la guerre, se combattent, se disputent. L'espace, on dit, ah, mais les oiseaux du ciel, même les oiseaux du ciel se battent pour arriver sur ce avec quoi ils doivent se nourrir. Ils doivent se nourrir et s'entretenir. Donc, vraiment, je n'ai pas une très bonne appréhension de ces mouvements de masse, et ainsi de suite. À mon avis, à chaque fois, je pense qu'ils refont le deuil de leur implantation en Amérique. Davantage que... c'est pour ça qu'il ne faut pas donner de la voix en Afrique quand il y a ces événements-là. Ce sont des mécanismes de régulation, mais alors, cette fois-ci, sans doute négatifs, d'une société qui s'est bâtie dans la confusion. N'oubliez pas que le peuplement de l'Amérique, surtout, si on parle d'importation des esclaves et tout, que sont les Noirs et peut-être d'autres, il y a surtout des aventuriers qui fuyaient les guerres et puis à la quête de l'or. Voilà la réalité. Et je veux dire, non, je pense qu'il faut dépassionner ça. Revenons à des choses beaucoup plus élémentaires. Vous savez, j'ai eu régulièrement des Noirs venir me dire non, on est ici parce que vous avez fait ça, c'est les Noirs d'Afrique qui nous ont mis ici, on n'aurait jamais dû être là. Mais depuis que vous êtes là, vous avez fait quoi en réalité? Vous voyez, c'est ceux qui sont arrivés après, asiatiques et hispaniques même,
nous ont largement dépassés. S'il faut projeter la couleur de la peau en avant. Et puis, l'Afrique qui est le foyer unique et naturel, où vous êtes propriétaire, n'est-ce pas? On peut poser la question, qu'en avez-vous fait? Hein? Ça aussi, ce sont des interrogations absolument possibles. Toujours est-il qu'on relève quand même que si on décide d'entrer dans le système du capital qui est basé sur la propriété, peut-être que l'Afrique aurait été la meilleure base pour pouvoir fonder une construction idéologique et matérialiste. Bon, maintenant, j'ai envie, quand je regarde le cas de George Floyd ou alors Taïch Nicole de la dernière fois, ou alors les autres cas, on va se rendre compte que le bonhomme essaye de fuir la police. Il essayait de fuir la police et on l'a attrapé pour ça. Qu'est-ce qui se passe, vous qui avez vécu aux États-Unis? Pourquoi est-ce on a besoin de fuir la police? Est-ce que c'est parce qu'on se reproche quelque chose, qu'on n'a pas tous ses papiers? Je pose la question tout naïvement. Qu'est-ce qui peut se passer? Parce que le policier quand même qui poursuit a quand même un motif pour poursuivre. Donc, si un individu fuit la police, ça peut arriver au Cameroun, comme ailleurs. Quand vous fuyez la police, on met un motard derrière vous qui essaie de vous rattraper. Maintenant, ce qui va se passer quand il vous aura rattrapé, c'est peut-être autre chose. Mais, je vous ai dit, si vous voulez vraiment être gentil, réfléchissez sur autre chose que sur ce que moi j'appellerais, je regrette, les contorsions légitimes, logiques d'ailleurs, naturelles, tout ça à la fois de la société américaine. C'est une société violente. Vous savez, il n'y a rien de pareil ailleurs dans le monde. C'est une société violente. Vous voyez très bien qu'on n'arrive pas à interdire la vente libre des armes. Et que chaque jour, une centaine de personnes meurent de ça, fusillés. Oui. Quand ce ne sont pas des accidents à la maison, c'est des enfants qui se promènent dans les salles de classe, oui, et qui, quand ça leur prend pour un bonbon en moins ou pour une tasse de lait qui n'a pas marché, on tire sur tout le monde. Ça s'est jamais vu nulle part, si vous voulez. Ça, c'est la société américaine. La rencontre entre l'agent de la force publique et le citoyen aux États-Unis est toujours brutale. C'est toujours brutal parce que tout le monde est armé en réalité. Moi, j'ai vécu à la Nouvelle-Orléans, ok, dans le sud des États-Unis, et quand il n'y avait pas d'armes dans une maison, les gens qui y habitaient étaient suspects. Ouais, la logique, ce qui est normal, c'est que les gens soient armés. Quand on n'est pas armé, c'est anormal. Alors, d'abord, il n'y a pas de société sans discipline. La discipline, ceux qui sont chargés d'y veiller, de la maintenir, ce sont les préposés de la sécurité publique, quelles que soient les catégories de force, si vous voulez, de l'intérieur, de la rue jusqu'aux frontières. Dans le principe, ce sont ces personnes qui ont à leur disposition les moyens létaux, oui, n'est-ce pas, pour effrayer, pour prévenir et pour tuer, oui, éventuellement. Alors, si nous avons une situation où c'est tout le monde qui a accès à ces moyens létaux, on est tous les deux égaux. On est tous les deux égaux. Alors que l'autre représente la force publique. Exactement. Oui. Conséquence, vous savez, beaucoup d'accidents interviennent, je dis accidents, non, ces meurtres-là interviennent régulièrement à cause de la perception première. On dit, celui qui dégaine le premier est celui qui va rester en vie. Alors, aux États-Unis, dès que vous êtes interpellé par la police, le premier geste que vous faites de négatif, il tire. Parce que c'est vous ou c'est lui. Oui. Voilà la réalité. Oui. Et non, je pense que... et puis bon, je crois quand même que il y a un élément que vous devez prendre en considération.
La plupart des familles noires sont disloquées aux États-Unis, si vous voulez. Ça, c'est extrêmement important. Si on voit en termes d'abandon scolaire, le taux est plus élevé chez les Noirs. Ils sont, sur 100 prisonniers, aujourd'hui, ils sont majoritaires en réalité. Sur 100 prisonniers, vous trouverez 30 Noirs, ou 30, même 40, si vous voulez. Alors qu'ils ne sont que 12 à 15% de la population dans la société. Alors, ça s'explique un peu, parce que je dirais qu'ils continuent en réalité à être étrangers dans cette société-là, à cause de leur histoire, à cause de la manière dont eux-mêmes se projettent, à cause de leur incapacité à embrasser effectivement et complètement le système capitaliste. Mais ce système capitaliste, manifestement, historiquement, a construit au préalable des préjudices pour les marginaliser. Nous sommes dans une arithmétique à équation nulle en réalité. Ça dit que ce n'est pas possible de trouver une solution. Vous ne pouvez pas poser de manière définitive comment est-ce que vous réglez finalement la question de l'existence et de l'évolution du noir aux États-Unis. Parce qu'en réalité, cette société-là, elle-même, n'est pas en mesure. Lorsque vous représentez le comportement d'un chef d'État, d'un président comme Donald Trump, vous comprenez, aujourd'hui, les thèses les plus avancées, c'est que la démocratie américaine va disparaître. Soit elle évoluera vers une dictature, soit elle évoluera vers une société d'anarchie totalement. Puisqu'il faut réguler, forcément. Absolument. On ne peut plus. On ne peut plus parce qu'ils ont atteint un stade où on a, à travers ce qu'on a appelé la moral majority, donc en fait, des institutions qui prônent l'intégrité, le conservatisme, le puritanisme, ça renvoie aujourd'hui à la négation des droits élémentaires. On a redonné, la Cour suprême a redonné aux États la possibilité, n'est-ce pas, d'arbitrer par eux-mêmes sur l'avortement. Demain, ce sera la peine de mort. Le lendemain, on va remettre en cause tout le catalogue des Bill of Rights et bientôt la Constitution. On a pu entrer au Congrès après les élections, casser le Congrès, et ainsi de suite. Ce n'était pas fortuit. Prof, dernière question. Est-ce que ce sentiment qui se vit à l'intérieur des Nations Unies, des États-Unis, ne fait pas que, ou bien fait que les Américains regardent les autres peuples du monde comme supérieurs? Est-ce qu'on peut faire une corrélation? Non, pas du tout, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je veux d'ailleurs vous dire, les analyses les plus sérieuses, lorsqu'on fait une projection sur, même simplement sur 10 ans, les États-Unis vont passer à la trappe. Je pense que ce sera plus... Je me souviens du discours de Barack Obama, son discours d'investiture. Je ferai tout pour que nous demeurions la nation la plus inventive, la plus créative, la première nation du monde sur tous les plans. C'est pas vrai, c'est raté, c'est terminé ça aujourd'hui, si vous voulez. C'est un pays qui a capitalisé davantage sur ce qu'elle avait de diversité confrontationnelle et contradictoire pour s'armer contre des politiques externes, si vous voulez. Je me souviens, quand j'étais encore aux États-Unis, on vous disait Coca-Cola n'a pas besoin du Cameroun, du Ghana ou même de la France pour faire ses bénéfices. L'Amérique est grande, l'Amérique est riche. Coca-Cola peut se suffire ici et faire tout le bénéfice nécessaire. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Dans tous les domaines de la science, les États-Unis sont peut-être dans le peloton de tête, mais ils ne sont plus seuls. Et il faut bien comprendre que chaque fois, et c'est pour ça que la question de la double nationalité est un véritable problème dans certains esprits, si vous voulez. Parce que moi, j'ai dans mes étudiants à l'Institut des relations internationales du Cameroun des Camerounais et des Camerounaises, mais qui le sont devenus par l'établissement de leurs parents ici et leur naissance au Cameroun. Vous ne pouvez pas savoir. Même leur nom, parfois, ne vous dit rien. S'ils ne vous le disent pas, ils ont les papiers camerounais, ils ont tout. L'Amérique est un composite, mais extraordinaire, où
Alors, qu'est-ce qui fait la puissance d'Israël aujourd'hui? C'est un peu ce que l'Amérique représente. Vous avez aux États-Unis, c'est nous qui avons cette mauvaise perception de la diversité. En fait, le tribalisme est une nécessité, si vous voulez. C'est une nécessité, c'est une logique dans la configuration des positifs de la diversité. Aux États-Unis, c'est ce sectarisme-là, en fait, tout ce qui est différence, tout ce qui est spécificité d'un groupe humain, Qui fait la richesse de Voilà. la nation entière. voilà, induit Oui. un mouvement vers la richesse. Oui. Et ce mouvement vers la richesse comprend une contradiction qui est celle de la spécification et de la projection de chaque entité unique à l'intérieur de la diversité vers l'extérieur, quand l'ensemble se trouve en opposition, en contradiction ou en guerre ou en conflit avec le foyer initial de l'identité. Vous voyez? Vous avez des groupes de Polonais aux États-Unis, des groupes d'Iraniens, d'Algériens, de Sénégalais, ainsi de suite, mais qui sont américains. Prenons le cas de la crise au Cameroun, dans les deux régions. On a découvert récemment que les principaux financiers de la guerre dans ces régions anglophones étaient des Américains d'origine camerounaise, dont des Américains qui étaient en fait des Camerounais ou des Camerounais qui avaient la nationalité américaine. Alors aujourd'hui, leur extradition n'est pas possible parce que les lois américaines ne le permettent pas en réalité. De même que leur neutralisation pose un problème. Alors, la seule donnée, c'est aujourd'hui d'utiliser les lois contre le terrorisme. Et même là, c'est sujet à caution. Merci infiniment, professeur Chanda. Merci pour ces explications qui nous permettent de comprendre la nature, l'essence des violences policières aux États-Unis, en comprenant aussi la violence qui s'exerce dans cette société et son rapport au monde. Disons-nous à très bientôt, très chers téléspectateurs sur Africa TV.